Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 3, 4 et 5, ou une partie de 5, suivant le temps. Je m'excuse. Bon, commençons par l'exercice 5. L'exercice 3, pardon. Commençons par l'exercice 3. Soit xb mu un espace mesuré et fn une suite de fonctions positives et mu intégrables. Donc, toutes les fn sont positives et mu intégrables sur x. Et la suite fn converge presque partout vers une fonction f de x vers r+, positive, mu intégrable. Les fonctions sont finies ici. Les fn et f sont à valeur dans r+, mu intégrable. Donc, les fn sont positives mu intégrables, f est positive mu intégrable, et la suite fn converge mu presque partout vers la fonction f. On suppose que la limite, quand n tend vers plus infini de l'intégral sur x de fn dmu égale l'intégral sur x de f dmu. Et on va montrer que la limite quand n tend vers plus infini de l'intégral sur x de la valeur absolue de fn moins f dmu égale 0. Bon, normalement, si cette limite égale 0, on a ceci, mais la réciproque est fausse en général. Donc, sous ces hypothèses, on a cette condition-là implique la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale sur x de module de fn moins f dmu égale 0. Indication, on vous donne une indication. On étudiera d'abord la suite fn moins f, le tout moins n supérieur ou égal à 1. Allons-y. Bon. Bon, voilà donc les hypothèses qu'on a. J'ai appelé 4 cette condition. Donc, étudions cette suite. La suite fn moins f moins, comme c'est indiqué dans l'exercice. On a bien sûr fn moins, les fn et f sont intégrables, donc ils sont mesurables. Donc, ils sont mesurables et intégrables. Donc, fn moins f est mesurable et intégrable. Donc, fn moins f moins 1 est b mesurable, il est même mu intégrable, et ceci pour tout n supérieur ou égal à 1. Ceci d'après les hypothèses. Parce que les fn, regardez, pardon, voilà. Parce que fn et f sont mu intégrables et positifs. Bon, fn, bon, il est positif bien sûr. Fn moins f moins converge vers 0 presque partout. Parce que fn converge vers f mu presque partout. Regardez, on a fn moins f moins est inférieur ou égal à la valeur absolue de fn moins f, quel que soit n. Parce que quelle que soit la fonction h, toujours vous avez h plus et h moins sont inférieurs ou égales à la valeur absolue de h. Parce que la valeur absolue de h, c'est h plus h moins. Donc la partie positive et la partie négative sont toujours inférieures ou égales à la valeur absolue de la fonction. Donc fn moins f moins est inférieur ou égal à la valeur absolue de fn moins f, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et bien sûr, fn moins f moins est supérieur ou égal à 0. Comme fn converge vers f presque partout, alors la valeur absolue de fn moins f converge vers 0 presque partout. Donc fn moins f moins converge vers 0 presque partout, grâce à cette inégalité-là. D'autre part, fn moins f moins, il est dominé par f, il est inférieur ou égal à f. Vous avez regardé les deux fonctions ici. Fn moins f moins, c'est sup de moins ceci. Donc c'est sup de f moins fn et de 0. Donc c'est sup de f moins fn et de 0, par définition. Cette fonction-là, elle est inférieure ou égale à f, parce que fn est positif, parce qu'on retranche quelque chose de positif de f. Bon, puisque fn est positif, alors f moins fn est inférieur ou égal à f. 0, il est inférieur ou égal à f, parce que f est positif. Donc la borne supérieure est inférieure ou égale à f. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, fn moins f moins égale sup de f moins fn et de 0 qui est inférieur ou égal à f. Donc, récapitulons. Les fonctions fn moins f moins sont toutes b mesurables, sont même b intégrables. La suite fn moins f moins converge vers 0 mu presque partout. Cette suite est dominée par une fonction intégrable, parce que par hypothèse, f est une fonction positive intégrable. Donc, on a toutes les conditions du théorème de la convergence dominée. Donc, on peut affirmer, ça c'est déjà vu, donc, d'après le théorème de la convergence dominée, on a alors la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale sur f sur x de fn moins f moins dmu égale l'intégrale de 0, parce que cette fonction-là, cette suite converge presque partout vers 0. Donc, égale l'intégrale de 0 égale 0, que j'appelle, à laquelle j'attribue le numéro 5. C'est bon? Donc, on a cette limite égale 0. Bon, rappelons que notre but,
Notre but, c'est de montrer ça. La limite quand on tend vers plus infini de l'intégrale sur x de module de fn moins f d mu égale 0. Et module de h, c'est h plus h moins. Donc l'intégrale de module de h, c'est l'intégrale de h plus l'intégrale de h moins. Donc cette intégrale-là, c'est l'intégrale de fn moins f plus l'intégrale de fn moins f moins. D'après la définition. Pardon. D'autre part, on a aussi h égale h plus moins h moins. Donc l'intégrale de h, lorsque h est intégrable bien sûr, l'intégrale de h, c'est l'intégrale de h plus moins l'intégrale de h moins. Donc on a fn moins f est une fonction intégrable parce que fn et f sont intégrables. Donc l'intégrale de fn moins f, c'est l'intégrale de fn moins f plus moins l'intégrale de fn moins f moins. Car fn et f sont mieux intégrables, sinon on n'a pas le droit d'écrire ça. Ok? Alors on a l'intégrale de valeur absolue de fn moins f, c'est l'intégrale de fn moins f plus l'intégrale de fn moins f moins. Ceci. Ok? Et à partir de cette égalité, j'ai l'intégrale de fn moins f plus ici, c'est l'intégrale de fn moins f plus, je fais passer ce terme de ce côté, plus l'intégrale de fn moins f moins. Voilà, je l'ai écrit ici. Donc je remplace cette intégrale par cette somme, d'après cette égalité-là. Ok? Plus, bien sûr, ceci, plus cette intégrale. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens, bon, d'après la linéarité, puisque fn et f sont intégrables, donc c'est l'intégrale de fn moins l'intégrale de f, plus 2 fois cette intégrale. 2 fois l'intégrale de fn moins fn moins. Or, on a montré que cette intégrale tend vers 0 quand n tend vers l'infini, d'après 5. Et par hypothèse, d'après 4, l'intégrale de fn tend vers l'intégrale de f. Donc, cette somme tend vers 0. Donc, cette intégrale tend vers 0. Ce qui achève donc là la démonstration. Passons à l'exercice 4. Vous voyez, c'est une simple application du théorème de la convergence dominée. Bien sûr, en étudiant, si on ne vous donne pas cette indication, l'exercice devient compliqué, devient difficile. OK? Vous avez cette indication, ça facilite la tâche. Exercice 4. Soit x b mu, un espace mesuré et f de x vers r plus. Une fonction strictement positive et mu intégrable. Donc vous avez deux conditions. F est strictement positive, c'est-à-dire quel que soit x appartient à x, f de x est strictement positive. Et la fonction est mu intégrable. Ça veut dire que l'intégrale de f des mu est finie. F étant positive, bien sûr. Montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale sur x de f à la puissance 1 sur n, la racine énième de f. D mu, c'est exactement la mesure de x. Que la mesure soit finie ou non, quelle que soit la mesure positive. Donc, ce qu'on va établir. Bon, avant de commencer la solution, je vais donner un petit rappel. Donc, voilà les hypothèses. F est strictement positive et mu intégrable. Bon, rappelons que si A est un réel strictement positif inférieur ou égal à 1, alors on a, par définition, A à la puissance 1 sur n. C'est la racine énième de A. C'est exponentielle 1 sur n, ln de A. OK? Et puisque A est compris entre 0 et 1, ln est négatif. Donc, normalement, on a 1 sur n est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Bon, multiplions par ln de A qui est négatif, donc on a 1 sur n, ln de A est inférieur à 1 sur n plus 1, ln de A. L'exponentielle étant croissante, donc vous avez l'exponentielle de cette expression est inférieure à l'exponentielle de cette expression, c'est-à-dire A à la puissance 1 sur n plus 1. Donc vous avez A à la puissance 1 sur n est inférieur à A à la puissance 1 sur n plus 1, car ln de A est négative. Donc si vous voulez, la suite A à la puissance 1 sur n est une suite croissante. Okay, cette suite-là est une suite croissante parce que vous avez A à la puissance. Si je l'appelle UN, vous aurez UN ici est inférieur à UN plus 1. Donc elle est croissante. Si A est entre 0 et 1, strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1. Par contre, si A est strictement supérieur à 1, vous avez LNA est strictement positif. Donc on obtient l'inverse. Donc ça veut dire que cette suite-là est décroissante. Donc on a alors A à la puissance 1 sur n, strictement supérieur à A à la puissance 1 sur n plus 1, car ln de A est strictement positif. De plus, dans les deux cas, ça c'est à retenir. Hein, ce sont des choses de base, bien sûr, ici. De plus, on a dans les deux cas
La limite quand n tend vers plus infini de a à la puissance 1 sur n, c'est exponentielle 0. Regardez, a à la puissance 1 sur n, par définition, quel que soit a, strictement positif, c'est exponentielle 1 sur n, ln de a. Donc, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, vous obtenez l'exponentielle 0. Dans les deux cas, bien sûr. Donc, on obtient limite quand n tend vers plus infini de a à la puissance 1 sur n, c'est toujours exponentielle 0 égale 1. Bon, pourquoi j'ai rappelé ça? Parce que j'ai f à la puissance 1 sur n. Et f est strictement positive. Donc, posons fn égale f à la puissance 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Bon, il est clair que fn est une suite de fonctions b mesurables. Là, c'est une fonction b mesurable, c'est la composée de deux fonctions b mesurables. La fonction f est b mesurable et la fonction qui a x associée x à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire la racine nème, est une fonction borélienne parce qu'elle est continue. Okay, il est défini de r plus vers r plus. Donc, c'est la composée de deux fonctions mesurables, donc c'est une fonction mesurable. Donc, ou bien, si vous voulez, c'est exponentielle 1 sur n ln de f. C'est toujours la composée de deux fonctions mesurables, f étant strictement positive. Donc, il est clair que fn est une suite de fonctions b mesurables et positives qui convergent simplement vers a. Bon, b mesurable positive, on a vu pourquoi. Bon, pourquoi elle converge simplement vers a d'après cette remarque. D'après ça. Si a est strictement positif, la limite quand n tend vers plus infini de a à la puissance 1 sur n égale 1. Donc, la limite de f de x à la puissance 1 sur n égale 1, car f de x est strictement positif. Parce que si f de x égale 0, c'est faux. Si f de x égale 0, vous aurez f de x à la puissance 1 sur n égale 0, donc c'est une suite constante, il tend vers 0. Donc, notre suite ici, il converge simplement tout point x de grand x. Hein, il converge simplement vers la fonction constante 1. Donc, soit A, l'ensemble des x appartient à x tel que f de x est inférieur ou égal à 1. Bon, pourquoi j'ai considéré cet ensemble? Il suffit de regarder les rappels précédents. Si A est entre 0 et 1, cette suite est croissante. Si A est strictement supérieur à 1, cette suite est décroissante. Je suis obligé de faire la distinction. Lorsqu'il est croissant, je peux appliquer B pour Lévy, la suite Fn, par exemple. S'il n'est pas croissant, je n'ai pas le droit d'appliquer B pour Lévy. Donc, on considère cet ensemble. Vous voyez, donc c'est la nécessité. On est obligé de considérer cet ensemble. Vous avez la fonction f de f à la puissance 1 sur n. Donc, on est obligé de considérer cet ensemble. Comme f est une fonction intégrale, donc il est b mesurable, donc cet ensemble est mesurable parce que c'est f moins 1 de 1 plus infini. Ok. Alors, a appartient à b car f est b mesurable. Et on a l'intégrale sur x de fn, c'est l'intégrale sur a plus l'intégrale sur ac. Ok. C'est l'intégrale sur a parce que f est, de toute façon, fn est une fonction mesurable positive. L'intégrale est toujours définie. Hein? Et on sait que l'application qui a a associée à l'intégrale de fn dmu est une mesure positive. Donc, elle est additive. Donc, l'intégrale sur x, c'est l'intégrale sur a union c. Donc, c'est l'intégrale sur a plus l'intégrale sur ac. Bon, regardez cette suite. Fn qui de a, parce que ça, c'est l'intégrale de fn qui de a, l'intégrale sur x de fn qui de a. Et là, c'est l'intégrale sur x de fn qui de ac. Donc, je vais considérer ces deux suites. Je vais considérer la suite fn qui de a et après la suite fn qui de ac. Fn qui de a est une suite croissante, d'après toi, de fonctions b mesurables et positives. Ah, elles sont b mesurables positives, c'est clair. Cette fonction-là est supérieure ou égale à 0. Okay? Mesurable, c'est le produit de fonctions mesurables, puisque a est un mesurable et fn est mesurable. Okay? Qui converge simplement vers qui a, parce que fn converge simplement vers 1. Donc fn qui a converge simplement vers la fonction qui a. Bon, pourquoi elle est décroissante? C'est d'après étoile. Parce que sur a, regardez, si x appartient à a, là vous avez fn de x fois 1. Et fn de x, il est inférieur ou égal à 1. Et on a vu que dans le cas où a est inférieur ou égal à 1, cette suite est une suite croissante. A à la puissance 1 sur n est inférieur ou égal à a à la puissance 1 sur n plus 1. Bon, on va remplacer a par f de x ici. F de x à la puissance 1 sur n donc, est inférieur ou égal à f de x à la puissance 1 sur n plus 1. Donc, vous avez fn de x est inférieur ou égal à fn plus 1 de x. Donc, si x appartient à a, vous avez fn de x est inférieur ou égal à fn plus 1 de x. C'est clair, d'après étoile. Si x n'appartient pas à a, vous avez 0. Donc, si x n'appartient pas à a, vous avez fn de x
qui a de x, c'est 0, et fn plus 1, qui a de x, c'est 0. Hein? Donc la suite, il est croissante. OK? La suite est constante sur AC. Chaque fonction fn est nulle sur AC, quel que soit n. Donc la suite est croissante sur x. Elle est définie sur x, cette suite. Hein? Et elle est croissante. Donc c'est une suite croissante de fonctions b mesurables et positives qui convergent simplement vers qui de a sur x. Donc on peut appliquer le théorème de Bépolévi. Ce théorème entraîne que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale sur x fn qui de a, l'intégrale de cette fonction. Mais l'intégrale de cette fonction, c'est cette intégrale-là, c'est l'intégrale sur a, égale l'intégrale de qui de a, parce qu'il converge simplement vers qui de a. Mais l'intégrale sur x de qui de a de mu, c'est l'intégrale sur a de mu, c'est-à-dire c'est mu de a. Hein? Vous avez déjà l'intégrale, donc là, regardez, cette première intégrale ici, elle converge vers mu de a. Et nous voulons montrer que cette intégrale converge vers mu de x. Donc tout revient à montrer que cette intégrale converge vers mu de ac. C'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est l'intégrale de fn qui de ac. L'intégrale sur x de fn qui de ac. Donc on va considérer la suite fn qui de ac. D'autre part, fn qui de ac est une suite de fonctions b mesurables positives. Produit de fonctions mesurables, les deux fonctions sont positives, qui convergent simplement vers qui de ac sur x, parce que fn converge simplement vers a. Donc fn qui de ac converge vers qui de ac. Cette suite, il n'est pas croissante, elle est décroissante, donc on ne peut pas appliquer le théorème de Bépolévi. Elle est décroissante d'après deux étoiles. Okay? De plus, elle est décroissante d'après deux étoiles. Donc on a 0 inférieur égal à fn de qui de ac, et fn de qui de ac, il est inférieur à f1 qui de ac, parce qu'elle est décroissante. Okay? Et f1 qui de ac, c'est f qui de ac, parce que c'est f à la puissance 1 sur 1. Donc c'est f qui de ac. F qui de ac est inférieur égal à f. Donc regardez la suite, elle est positive et dominée par une fonction intégrable. OK? Il est dominé par une fonction intégrable, f. Donc je peux appliquer le théorème de la convergence dominée. Cette suite, c'est une suite de fonctions mesurables. Là, voilà. C'est une suite de fonctions mesurables positives qui convergent simplement vers qui de ac sur x. Et il est dominé par la fonction f. Elle est positive, parce que s'il n'est pas positif, il faut bien sûr la valeur absolue. Okay? Mais elle est positive, donc la valeur absolue, c'est la fonction elle-même. Donc il est dominé par f. Donc on a toutes les conditions du théorème de la convergence dominées. Donc ce théorème montre alors que la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale sur x ici, de fn qui de ac, c'est-à-dire l'intégrale sur ac de fn, dmu, égale l'intégrale sur x de la limite, c'est-à-dire de qui de ac. Donc c'est l'intégrale sur ac de dmu, égale mu de ac. Donc, je reviens à cette égalité. Cette intégrale tend vers mu de a, cette intégrale tend vers mu de ac, donc cette intégrale tend vers mu de a plus mu de ac, c'est-à-dire il tend vers mu de x. Ceci achève la démonstration. Donc, achève la démonstration donc on passe à l'exercice 5. Donc, exercice 5, c'est un exercice sur le lemme de Fatou. Donc, soit x b mu un espace mesuré, soit fn suite de fonds positives intégrales. Les points ici de fn sont tous positives intégrales. Okay? Définie sur x, qui converge simplement vers une fonction f sur x. Donc f est nécessairement positive et il est mesurable. Hein? Parce que c'est la limite simple d'une suite de fonctions mesurables. Donc elle est mesurable et elle est positive. On suppose que la limite sur n de l'intégrale de fn décisive, quel que soit n. Donc on suppose que cette limite existe et est égale à une constante réelle positive c. Hein? Donc récapitulons. Les fn sont des fonctions positives mesurables. Intégrables, pardon, positives intégrables. Et la suite fn converge simplement vers une fonction f sur x. On suppose que la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale sur x de fn dmu est une constante c positive, constante réelle positive. Montrer que fn est intégrable
et que son intégrale appartient au segment 0C. Il est entre 0 et C. Donc ça fait penser au lemme de Fatou, bien sûr. OK. Bon, Fn positive mu intégrable pour toute n. Fn converge simplement vers f sur x, où f est une fonction de x vers r bar plus, et la limite de l'intégrale de Fn d mu égale c. Ce sont les hypothèses, les trois hypothèses. Donc, comme Fn converge simplement vers f, et Fn est b mesurable, parce que Fn est intégrable, donc en particulier, il est b mesurable. Et Fn est b mesurable quel que soit n. Alors la limite simple est une fonction b mesurable. Et elle est positive, bien sûr. OK. Comme les Fn sont positives, donc on peut appliquer le lemme de Fatou. Qu'est-ce qu'il dit? L'intégrale de f d mu, l'intégrale de la limite, normalement l'intégrale de la limite inf. Mais Fn est converge simplement vers f, donc la limite inf, c'est la limite. Donc l'intégrale de la limite inf de Fn, c'est-à-dire l'intégrale de f d mu, qui est positive, parce que f est positive, mesurable positive, est inférieure à la limite de l'intégrale de Fn. Mais la limite de l'intégrale de Fn, c'est la limite, puisque la limite existe par hypothèse. Et voilà, ici. Donc c'est la limite, donc c'est c. Donc on a montré que l'intégrale de f d mu est finie. Donc ça veut dire que f est mu intégrable et que son intégrale appartient à la 0c. Ça c'est parce que f est positive, ok? On n'a pas besoin de la valeur absolue ici. F est positive. Il est mesurable positif. Donc on a montré que f est mu intégrable et que son intégrale appartient à 0c. Deuxième question. On suppose qu'il existe une suite AN d'éléments de B tels que, quel que soit n appartient à n étoile, mu de AN est strictement positive, fini. Et la suite AN est décroissante vers le vide. C'est une suite décroissante vers le vide, ça veut dire que l'intersection des AN égale le vide. Parce qu'une suite décroissante décroît vers l'intersection. Sa limite, c'est l'intersection. Et une suite croissante a pour limite la strictement positive finie, quel que soit n. Et la suite AN est décroissante, et l'intersection des AN, c'est l'ensemble vide. OK? Ça, c'est par hypothèse, J de J. Question A. Soit bêta un réel positif. Construire une suite Gn de fonctions positives intégrables telles que Gn converge vers 0 simplement sur x. La limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale sur x de Gn d mu égale bêta, sur nombre réel. Ça veut dire pour tout bêta positif, il existe une suite de fonctions positives intégrables qui convergent simplement vers 0 sur x, et telle que la limite de l'intégrale de Gn égale bêta. Bon, c'est une question qui semble difficile, mais elle ne l'est pas en réalité. Il faut penser à des fonctions Gn très très simples. Les fonctions les plus simples en intégration, ce sont les fonctions étagées. OK, les fonctions étagées. Regardez les hypothèses. Mu de AN strictement positive, fini. Mu de AN est fini. Donc, qui de AN est intégrable. Qui de AN, quel que soit n. Parce que l'intégrale de qui de AN, c'est mu de AN, c'est fini. OK, donc déjà, vous avez qui de toutes les fonctions qui de AN, les fonctions caractéristiques des AN, ça, sont intégrables. OK, et nous voulons que cette limite soit égale à bêta. Pourquoi pas que cette intégrale soit constante égale à bêta? Bon, puisque l'intégrale de qui de AN, c'est mu de AN. Pour avoir une fonction positive intégrable d'intégrale égale bêta, donc je vais multiplier par bêta et diviser par mu de AN. Comme ça, j'aurai bêta sur mu de AN, puisqu'il est strictement positif. Je peux diviser. Donc bêta sur mu de AN fois qui de AN. Donc son intégrale, c'est quoi? C'est bêta sur mu de AN fois mu de AN. Donc je simplifie par mu de AN, c'est bêta. Vous voyez, donc je peux construire une suite de fonctions étagées, très simple, positive intégrable, telle que l'intégrale de Gn égale bêta. Gn, c'est bêta sur mu de AN, qui de AN, tout simplement. J'ai divisé par mu de AN parce que lorsque j'intègre, je vais simplifier par mu de AN. Et il me reste le bêta. Et ça, je peux le faire grâce à l'hypothèse J, parce que mu de AN est strictement positif, et parce que mu de AN est fini pour que la fonction Gn soit intégrale. D'où l'idée de prendre Gn égale bêta sur mu de AN qui de AN, ce qu'on va faire. Et elle converge simplement, ça on va le voir.
là, cette fonction, soit Gn égale bêta sur mu de An fois qui de An. Gn est bien défini, car mu de An est strictement positif, d'après J, par hypothèse. Donc, c'est bien défini. Et il est fini, bien sûr. Ah oui, les deux, strictement positif et fini. Parce que si c'est plus infini, bon, on va mettre plus infini en bas, ok? Donc, parce que mu de An est strictement positif et mu de An est fini, les deux. J'ai utilisé les deux, j'ai utilisé J. Donc, alors, Gn est B mesurable, car An appartient à B. Ok, An, c'est un mesurable. Donc, cette fonction est une fonction mesurable. C'est une fonction étagée mesurable ici. Fonction étagée très simple, mesurable positive. Positive parce que bêta est positive. Bien sûr, la mesure de An est strictement positive ici. Donc, parce que bêta est positive par hypothèse. Donc, G, B est mesurable car An appartient à B. Gn est positive car bêta est positif. Okay. Gn est intégrable car mu de An est fini. Je l'ai déjà expliqué parce que Gn est une fonction positive mesurable, donc je peux toujours parler de son intégrale. Donc, l'intégrale de Gn, c'est l'intégrale de cette fonction. Donc, c'est bêta sur mu de An, l'intégrale de... Donc, c'est une fonction étagée de toute façon. Donc, son intégrale, c'est bêta sur mu de An fois mu de An. OK? Donc, je simplifie par mu de An, c'est bêta. Donc, c'est fini. Donc, Gn est intégrable car mu de An est fini. De plus, on a l'intégrale de Gn. C'est bêta sur mu de An fois mu de An. C'est une fonction étagée. Donc, c'est bêta. Donc, la limite, quand on tend vers plus infini de l'intégrale de Gn de bêta égale bêta. Parce que cette intégrale est une constante. Hein, c'est une constante, il vaut bêta. Donc, elle tend vers bêta. D'où 2i. Donc, j'ai déjà établi 2i. Je reviens à la série. Je vais établir i et 2i. Avec ces conditions-là, bien sûr. Les Gn doivent être positives intégrales. Donc, j'ai déjà choisi des Gn positives intégrales qui vérifient la condition 2i. Reste à établir la condition i, c'est-à-dire reste à montrer que Gn converge simplement vers 0 sur x. C'est ce qu'on va faire. On va voir un raisonnement important, simple, important. Gn converge simplement vers 0 sur x. En effet, si x appartient à x. Bon, par hypothèse, l'intersection de An, c'est l'ensemble vide, parce que la suite An est décroissante vers le vide. Donc, cette intersection, c'est le vide. Donc, il ne contient aucun élément de x. Donc, si x appartient à x, x n'appartient pas à cette intersection, parce que cette intersection est vide, d'après 2J. Bon, qu'est-ce que ça veut dire x n'appartient pas à l'intersection? Ça veut dire qu'il existe un n, au moins un n indice x, tel que x n'appartient pas à n. OK? X, il n'appartient pas à un certain AN, à indice nx plutôt. Le n, il dépend de x. Il existe un nx supérieur ou égal à 1 tel que x n'appartient pas à un indice nx. Or, la suite AN est décroissante. Donc, si x n'appartient pas à nx, il n'appartient pas aux ensembles suivants. Par exemple, s'il n'appartient pas à indice 4, il n'appartient pas à indice 5, à indice 6, à indice 7, ainsi de suite. Parce que la suite AN est décroissante. Comme AN est décroissante, il existe nx appartenant à n étoile. Comme AN est décroissante, et x n'appartient pas à cette intersection. Donc, il existe nx appartient à n étoile, tel que x n'appartient pas à n, quel que soit n supérieur ou égal à nx. Qu'est-ce que ça veut dire? X n'appartient pas à n. Revenez à la définition de Gn. X n'appartient pas à n, ça veut dire que Gn de x égale 0. Ce x n'appartient pas à n. Donc, j'ai Gn de x égale 0, quel que soit n supérieur ou égal à n indice x. Le n indice, il dépend de x. Donc, ça veut dire que la suite Gn de x est une suite de nombres réels stationnaires. Stationnaire par 0. Il est constante à partir d'un ordre, à partir d'un certain ordre, l'ordre n indice x. Donc, il tend vers 0. Donc, la limite de Gn de x égale 0. Gn de x égale 0, quel que soit n supérieur ou égal à nx, et par suite Gn de x tend vers 0. Donc, et ceci pour tout x appartient à x. Donc, la suite Gn converge simplement vers 0 sur x. C'est-à-dire i est vérifié. Donc, on a établi i et 2i. On a construit la suite Gn. C'est une suite de fonctions étagées très simples. Positive, intégrable, simple. Passons maintenant à la condition B. Toujours sous l'hypothèse J et 2i. Et de J. Hein? Toujours sous ces deux conditions-là. B, pardon. Voilà les conditions. Voilà la question B. Soit C un réel strictement positif. Et alpha entre 0 et C, il appartient à 0C. Construire
une suite Fn de fonctions positives intégrables telles que fonctions positives intégrables. Les Fn sont positives et intégrables, telles que Fn converge simplement sur x vers une fonction f qui est elle aussi intégrable. Donc on va construire les Fn et f, bien sûr. OK? La limite de l'intégrale de Fn égale c. Et l'intégrale sur x de f dmu égale alpha. Ça explique le théorème de Beppe-Lévy. C'est-à-dire, normalement, l'intégrale d'après Beppe-Lévy, si Fn converge simplement ou mieux presque partout vers une fonction f, les Fn sont mesurables positives et f bien sûr est mesurable positive, Fn converge simplement vers f, normalement on a l'intégrale de f inférieure ou égale à la limite f de l'intégrale de Fn et elle est positive. Donc si la limite de l'intégrale de Fn c'est c, hein, l'intégrale de f elle appartient à l'intervalle 0c comme on l'a vu dans la première question. Et tout est possible. Vous prenez n'importe quelle valeur alpha entre 0 et c, hein, vous pouvez trouver une suite Fn de fonctions intégrables positives qui convergent simplement vers une fonction intégrable f, c'est que la limite de l'intégrale de Fn égale c et l'intégrale de f dmu égale alpha, quel que soit alpha dans 0c. Donc à chaque valeur de alpha, ici dans 0c, correspond des suites qui vérifient le théorème de, le lemme de, en fait, une infinité on peut construire une infinité de suites, ok, qui vérifie ceci. Voilà. Bon, bien sûr, on va utiliser la question A. C'est-à-dire, on va construire la suite, une suite Gn. On va utiliser une suite Gn de fonctions positives intégrables, telles que Gn converge simplement vers 0, et la limite de l'intégrale de Gn égale bêta. Mais il faut choisir le bon bêta. Nous, on a C strictement positif, et alpha appartient à 0C. Et nous voulons bien, le bêta va dépendre de C et de alpha, bien sûr. Bon, il n'y a pas mieux que C moins alpha. Parce que alpha, il est compris entre 0 et C. Donc C moins alpha est positif. Donc on va prendre bêta égale C moins alpha. Donc soit bêta égale C moins alpha. Donc quand bêta est positif, alors d'après A, il existe Gn, une suite de fonctions positives mu intégrales, telles que Gn converge simplement vers 0, et la limite sur quand n tend vers plus infini de l'intégrale de Gn dmu égale bêta, c'est-à-dire C moins alpha ici. Okay? Mais nous, on veut une suite Fn de fonctions positives mu intégrales qui converge simplement vers une fonction f, hein, et telle que la limite de l'intégrale de Fn dmu égale C, et l'intégrale sur x de f égale alpha. L'intégrale de f égale alpha, et la limite de l'intégrale de Fn égale C. Sachant qu'on a ceci. Hein, il existe une suite Gn de fonctions positives mu intégrables telles que Gn converge simplement vers 0. Donc, bien sûr, ici, il suffit d'ajouter à Gn une fonction, la bonne fonction f, la fonction f converge. Donc, si je mets, il faut choisir la bonne fonction f. Gn plus f, elle va converger simplement vers f, parce que f ne dépend pas de n. Donc, Gn plus f converge simplement, donc je prends Fn égale Gn plus f, qui va converger vers f. C'est f à déterminer, bien sûr, sur x. Et là, j'aurai l'intégrale quand n tend vers plus infini de l'intégrale de Fn, c'est l'intégrale de Gn plus l'intégrale de f. Et l'intégrale de Gn, c'est bêta. Et l'intégrale de f doit être égale à alpha. Donc, j'aurai ici bêta plus alpha. Et bêta plus alpha, c'est c. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc, il faut choisir la bonne fonction f, c'est-à-dire une fonction intégrable. Regardez, il faut choisir une fonction positive, intégrable, telle que l'intégrale égale alpha. Fonction positive, intégrable, telle que l'intégrale de f dmu égale alpha. Comme on l'a fait pour construire les Gn. Comment on a construit Gn? Gn, c'est bêta. On voulait que l'intégrale de Gn soit égale à bêta. OK? Donc, on a pris Gn égale bêta sur mu de An fois qui de An. OK? Parce qu'il dépend de n, normalement. F il ne dépend pas de n. Donc, je vais la construire. Je veux que l'intégrale de f soit égale à alpha. Donc, je vais la construire de la même manière. Mais elle ne dépend pas de n, bien sûr. Donc, je vais choisir un n particulier. Par exemple, A1. Il n'y a pas mieux que A1.
prendre A2 ou A3 ou un AN0 quelconque. Donc, je prends A1. Alpha, c'est de la même manière. Regardez. F égale alpha, parce que je veux que l'intégrale de F soit égale à alpha. C'est pour ça que j'ai mis alpha ici. Donc, alpha sur mu de A1, qui est de A1. Je peux diviser par mu de A1, parce que mu de A1 est strictement positif et il est fini. Strictement positif et fini par hypothèse. Donc, vous voyez, il ne dépend pas de n, c'est une fonction, f. Et il est mesurable parce que A1 appartient à B. Et il est intégrable parce que, regardez, parce que mu de A1 est fini. Mu de A1 est fini, donc cette fonction est intégrable. Donc cette fonction est intégrable. Donc f est mu intégrable. Et son intégrale, l'intégrale de f, c'est alpha sur mu de A1 fois mu de A1. C'est alpha. Et je prends bien sûr Fn égale Gn plus f, parce que j'ai Gn converge vers 0. Et je veux une suite Fn qui converge vers alpha. Donc il suffit d'ajouter f ici. Donc j'aurai Gn plus f tend vers f, converge vers f simplement sur x. Donc je prends Fn égale Gn plus f, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Bon, je peux prendre f égale alpha mu de A2 qui est de A2. Ou f égale alpha sur mu de A qui est de A avec un ensemble de mesures strictement positif, fini quelconque s'il existe. Mais les seuls ensembles qu'on connaît ici qui vérifient ces deux propriétés, ce sont les AN. Donc je peux prendre A1, ou A2, ou A3, ou A4, ou un AN0 ici. C'est bon, j'ai une infinité de choix. Pardon. Donc F est bien défini car mu de A1 est strictement positif et fini. On va rajouter ça. F est bien défini car mu de A1 est positif, strictement positif et fini aussi. D'autre part, f est mu intégrable. Pourquoi il est mu intégrable? D'abord, il est mesurable, parce que A1 appartient à B. A1, il appartient à B, donc cette fonction est mesurable. Donc la fonction f est mesurable, elle est bien mesurable. Et la fonction est mu intégrable parce que mu de A1 est fini. Donc voilà pourquoi il est intégrable. Parce qu'il est mesurable, A1 appartient à B, il est intégrable parce que mu de A1 est fini. De plus, on a l'intégrale de f de mu, c'est alpha sur mu de A1 fois mu de A1, je peux simplifier, c'est alpha. D'où 3i. Donc, on a déjà 3i. Celle-là. L'intégrale de f de mu égale alpha. Qu'est-ce qu'on veut encore? Fn converge simplement sur x vers une fonction f mu intégrable. L'intégrale de fn de mu égale c. Et bien sûr, les fn des fonctions positives intégrables. Donc, il reste trois choses. Bon, Fn est mu intégrable et positive. C'est la somme de deux fonctions mu intégrables et positives. Parce que Fn, c'est Gn plus f. Gn est mu intégrable et positive et f est mu intégrable et Gn est mu intégrable et positive, f est mu intégrable et positive. La somme de deux fonctions mu intégrables et positives est une fonction mu intégrable et positive. Donc Fn est mu intégrable et positive comme somme de deux fonctions mu intégrables et positives. Gn converge simplement vers f sur x parce que Gn converge vers 0. Simplement sur x. Donc si j'ajoute f ici, je dois mettre f ici. OK? Donc, car Gn converge simplement vers 0 sur x. D'où i. OK? I, Fn converge simplement vers f. I. Ah, voilà. Fn converge simplement vers une fonction f intégrable. Bon, il reste à établir 2i. Bon, la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de Fn. Fn, c'est Gn plus f. Donc, c'est l'intégrale de Gn plus f. Et Gn est intégrable et f est intégrable. Donc, l'intégrale de f de Gn plus f, c'est l'intégrale de Gn plus l'intégrale de f. Or, cette intégrale tend vers bêta, d'après le choix de Gn. Hein? Cette intégrale tend vers bêta. Et l'intégrale de f est égale à alpha. Donc, j'ai ici bêta plus alpha. Et bêta plus alpha, c'est exactement c. Parce que bêta, c'est c moins alpha. Donc, bêta plus alpha, c'est exactement c. D'où 2i. Ceci achève donc la solution de l'exercice 5. Alors, salam alaikum.